Donc là, on voit bien que le problème, c'est pas simplement de produire autrement, mais c'est de produire moins et partant de consommer moins. Effectivement, si on émettait moins de gaz à effet de serre, si on acidifiait moins les océans, etc., chaque fois, on retombe sur une question de quantité et derrière, on n'a pas stricto sensu la pollution, mais on a des flux de matière et des flux d'énergie qui augmentent. Et donc, c'est ce qu'on va devoir faire. On va devoir décroître la base matériel de nos sociétés. Je crois qu'on n'a absolument aucun choix. Alors maintenant, il ne faut pas non plus en tirer des conséquences absurdes. Imaginez que j'ai une baguette magique. Une des choses que je ferais en France, c'est de transformer le bâti ancien, puisque en gros 40% de la consommation primaire d'énergie sur le territoire hexagonal, c'est la consommation du haut bâti. Alors là, vous imaginez les flux de matière que ça occasionne dans un premier temps. Il faudrait reconstituer une industrie qui permette de réaliser sur le territoire la plupart des biens et des services qui sont les plus indispensables. C'est des investissements gigantesques. C'est à nouveau des flux de matière. Donc, mais tout ça, c'est pour se mettre en ordre de bataille, pour, au bout du compte, arriver dans une espèce de rythme de croisière où effectivement le substrat matériel de nos économies est fortement plus faible. Voilà. Vous expliquiez dans un de vos articles, pour changer de mode de consommation, une économie de fonctionnalité. Et jusqu'où on pourrait tout mutualiser? Quelles sont les limites à une mutualisation, par exemple, pour le bâti, comme vous disiez? Est-ce que ça peut se mettre en place? Alors, sans doute pas pour tout. Alors, on peut inventorier, on pourrait même hiérarchiser, si vous voulez, les stratégies d'entreprise qui permettent de répondre. Alors, la première, c'était effectivement ce qu'on appelle la production propre. Là, on est avec ma question de pollution. On touche les choses un peu différemment avec l'éco-conception. On va prendre en compte justement la consommation de ressources dans un bien. On va essayer de réduire à l'unité. Alors, n'oubliez pas ce que j'ai dit avant, hein, mais l'entreprise, elle ne peut que toucher cet aspect-là. C'est l'aspect des choses. Ensuite, on franchit encore un degré avec ce qu'on appelle l'écologie industrielle. On va faire que les déchets des uns servent de ressources aux autres. Alors, soyons très clairs avec l'écologie industrielle, je veux dire. Hein, on prétend imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels, mais il n'y a pas de croissance du PIB chez les fourmis. Hein, je veux dire, depuis 50 millions d'années, elles ont à peu près les mêmes flux, quoi. Donc, ne mélangeons pas tout. Mais si on a une régulation de la consommation, oui, ce genre de truc devient intéressant. On peut le généraliser avec ce qu'on appelle l'économie circulaire. Parce que l'écologie industrielle, c'est faire ça à l'échelle assez locale, avec ce qu'on appelle les symbioses industrielles, c'est pas plus. Donc l'économie circulaire, on généralise. Mais là encore, l'efficacité va tenir à une régulation autre, et pas à l'écologie industrielle en elle-même. Ensuite, on a la dernière étape, justement, c'est ce dont vous parlez, c'est l'économie de fonctionnalité. Alors, évidemment, rien ne s'exclut dans tout ça. Au contraire, tout peut s'empiler. Là, on change. Hein. On n'est plus simplement dans le substrat technique, on est plutôt dans le modèle d'affaires. Et l'idée de l'économie de fonctionnalité est assez simple, hein, c'est tout simplement de substituer à la vente d'un bien la vente de l'usage, de la fonction d'usage de ce bien. Et donc, prenons le cas de Michelin, qui est intéressant, qui substitue pour les flottes de camions à la vente des pneus la vente de l'usage facturé au kilomètre des pneus. Alors, on va prendre cet exemple parce qu'il est assez intéressant. En soi, au moins sur le papier, ça permet justement un découplage assez intéressant. C'est-à-dire, tant que je vends des pneus, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je dois vendre de plus en plus de pneus, donc avoir des flux de matière qui vont aller croissant. En revanche, imaginez que par magie, parce qu'évidemment on n'arrivera jamais là, mais que Michelin ait la possibilité de vendre un pneu, alors qu'il durait par exemple, imaginons, 20 fois plus qu'un pneu normal, imaginons que ça marche bien et qu'il envahisse le marché, très rapidement, toute l'entreprise Michelin est au chômage. Donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, si vous ne vendez plus le pneu, mais si vous vendez les kilomètres, eh bien, même si vous avez un système qui vous permet une durée beaucoup plus grande, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose à la rentabilité, c'est au contraire quelque chose qui la rend possible, qui la supporte. Plus finalement, moins en quelque sorte, au kilomètre parcouru, Michelin va dépenser de matière et d'énergie, et plus son système, à partir du moment où il loue, où il vend l'usage du pneu, plus son système est rentable. Donc ça qui est intéressant. Alors maintenant, dans l'économie de fonctionnalité, on a deux choses qui sont assez différentes. L'exemple que je donnais de Michelin est assez clair, c'est le B2B. C'est un modèle qui va d'une entreprise à une autre entreprise. Là,
encore une fois, les possibilités de dématérialisation à consommation constante, n'oubliez jamais ça, sont intéressantes, mais elles sont beaucoup plus importantes si on arrive au B2C, c'est-à-dire cette fois-ci, entreprise-client. Et donc là, c'est extrêmement peu développé aujourd'hui. Ça pourrait être très intéressant, mais on voit bien que c'est socialement totalement différent. C'est-à-dire que là, ça présuppose de la mutualisation. Vous n'êtes plus propriétaire de votre bien, vous achetez simplement un usage du bien. Alors là, effectivement, dans un monde, encore une fois, c'est pas l'économie de fonctionnalité par elle-même qui va nous amener vers un monde qui serait un monde où on consommerait moins de ressources et de matières. On retrouve sur l'effet rebond. C'est en aucun cas c'est une réponse. Mais à consommation constante, oui. Donc avec des régulations qui rendraient la consommation constante, oui, c'est un modèle qui devient intéressant. Autre chose, alors en revanche pour les industriels, pour les amener quand même à considérer ça, c'est que qu'ils le veuillent ou non, ils vont entrer dans un monde assez contraint en ressources. Et si vous savez maintenir un modèle d'affaires qui exige justement, ou qui repose, dont la rentabilité est attachée à la réduction des flux sous-jacents, vous avez tout intérêt à le faire. Et moi, j'y vois aussi un intérêt anthropologique, c'est-à-dire effectivement, dans un monde extrêmement contraint en ressources, si vous voulez maintenir l'usage d'un certain nombre de biens sophistiqués, ces biens vont valoir à l'unité de plus en plus cher. Ça, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et donc, le seul moyen de permettre à un nombre plus important de gens d'y accéder, c'est la mutualisation. C'est pas possible. Alors, ça se fait aujourd'hui. Il y a une petite boîte suisse, par exemple, qui, je trouve ça assez génial, qui loue des sacs à main de luxe. Bon, genre Hermès, machin, donc c'est pas un truc qu'on peut se payer quand on a un salaire de caissière. Mais bon, là, vous pouvez quand même le louer. Vous pouvez louer une soirée, etc. Je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'on arrive à maintenir la fonction distinctive des objets. Ne pas la maintenir, c'est arrivé vraiment des soviétiques, il ne faut pas l'oublier. Donc on arrive à maintenir ça sans déboucher sur les injustices qui en général accompagnent cette fonction. C'est là-dessus qu'elle repose quand même, faut être clair. Donc oui, là, il y a des choses assez intéressantes qu'on devrait pouvoir creuser. D'accord. Mais tout ça, ce serait en participation avec une régulation de la consommation en général. C'est-à-dire que ce n'est pas des solutions. Non, en aucun cas. Non, ça, alors là, je crois qu'il faut être archi clair là-dessus. Il ne faut pas vendre ça comme des solutions qui permettent de créer le développement durable. Ça, c'est idiot. Ça permet de l'asseoir si vous avez une régulation autre. Alors j'ai une question qui est plus basée cette fois-ci sur le livre. Dans le livre, vous affirmez que la représentation telle que pensée par les penseurs modernes est en contradiction par essence presque avec la nature, qu'elle s'oppose à la nature, qu'elle vise à domestiquer la nature sauvage. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les fondements de cette pensée? Oui, mais les fondements sont très clairs, que ce soit chez Hobbes, chez Locke, etc. Le système représentatif, c'est le système qui est conçu pour permettre aux gens d'exploiter la nature en toute sécurité. Bon, c'est clair, c'est simple, c'est en tout clair dans tous les grands textes classiques, et on ne peut pas séparer la pensée du contrat. D'ailleurs, elle est conditionnée en quelque sorte par l'avènement de la physique moderne, par Galilée, Newton. Bon, et donc, avec cette science, on a une science qui est dans son essence, cette fois-ci, pratique, c'est-à-dire qu'elle vise à maîtriser les forces naturelles, que ce soit Bacon, que ce soit Descartes, ils l'ont tout de suite et très très rapidement compris. Donc effectivement, il y a une osmose entre cette science qui permet une espèce de synthèse entre la main et le cerveau, ce qui n'est évidemment pas le cas de la science spéculative des Grecs. Bon. Et la démocratie moderne, en fait. Et ça va de concert. C'est assez génial. Alors, l'objectif qui était celui de cette jonction entre science moderne et politique moderne, c'était, alors celui qui l'a le mieux compris, c'est Hegel, pour le coup. C'est-à-dire que l'association des deux va rendre possible la reconnaissance universelle des hommes les uns par les autres. Alors que si vous référez à l'Antiquité, il est clair que, on a dit Aristote, ce qui fait d'un homme un homme, bien, c'est qu'il puisse épanouir sa raison spéculative par la science, par la philosophie, qu'il puisse épanouir sa raison pratique, au sens de la praxis de l'action, par l'action politique, qu'il puisse mettre en forme de manière humaine sa sensibilité par les arts. Et ça, avant qu'on exploite les énergies fossiles, ça ne pouvait concerner qu'une petite partie de l'humanité. Alors on a supprimé l'esclavage après, ok, mais en gros, en dehors d'Amsterdam au XVIIe siècle, grosso modo, dans toute l'histoire, c'est au mieux 20% d'urbains et 80% de paysans. Donc là, c'était un rêve magnifique, le rêve moderne. C'était le rêve d'une, grâce à la puissance des techniques et des sciences, le rêve d'une cité où tout un chacun pouvait être reconnu dans sa dignité de manière égale par rapport aux autres. Alors,
le néolibéralisme nous a bien modifié ça. Hein. C'est rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'Antiquité, c'est l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire, on essaye de passer comme ça du côté de l'oisiveté les masses, et puis on garde une petite élite industrieuse et créatrice. Bon, donc les pauvres Descartes jusqu'à Hegel, ils n'ont plus qu'à se pendre. Mais bon, Dieu merci, l'environnement intervient comme Zorro et ça va changer tout. Mais donc, il y a dans effectivement, le mécanisme représentatif est associé à cette immense saga des sciences et des techniques, à cette domination de la nature, avec, encore une fois, un rêve humaniste qui était quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'y renonce absolument pas par certains côtés. Alors, maintenant, comment dire, en revanche, il y a un problème avec ce mécanisme démocratique. Que la chose soit claire, on veut pas du tout, on ne prétend pas du tout le supprimer dans notre livre, surtout pas. C'est-à-dire que par rapport à ce pourquoi, enfin pas exactement ce que je viens de dire, mais d'autres aspects, on va y revenir, ce pourquoi il a été conçu, je veux dire, il est irremplaçable et rien d'autre ne peut permettre d'offrir les garanties qu'il offre. Alors, c'est quoi les garanties qu'il offre? Il est clair que par l'élection, de choisir une trajectoire politique, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous tromper. En général, les électeurs se trompent assez souvent. Enfin, les électeurs qui ont voté pour Sarkozy il y a 4 ans, il est clair qu'ils n'ont pas exactement bien compris ce qu'était le bouclier fiscal. Sinon, ils se seraient bien rendus compte que ça ne les concernait pas pour la plupart d'entre eux. Bon, mais ok, peu importe. 5 ans après, on a la possibilité de se rendre compte qu'on s'est peut-être trompé. Et en tout cas, 5 ans après, quand on va revoir ces gens repasser devant nous, on va pouvoir faire un geste très simple, c'est-à-dire est-ce que ce qu'ils nous ont proposé, est-ce que ce qu'ils ont institué et mis en place pendant quelques années, est-ce que ça a vraiment servi mon sentiment de bien-être? Et c'est ça la force du mécanisme démocratique, parce que mon sentiment de bien-être, il n'y a aucun moyen de le connaître si ce n'est de m'interroger. Il faut que je m'exprime pour qu'on puisse le connaître. Et donc, normalement, je dis bien, normalement, ce mécanisme est très intéressant, et il n'est pas imparable, mais en tout cas, il est intéressant. Or, justement, il dysfonctionne complètement par rapport au problème d'environnement, pour 2 raisons. D'une part, déceler ces problèmes, ça n'est pas possible avec mon équipement sensoriel. Avec mon équipement sensoriel, je ne peux pas mesurer la quantité de CO2 dans cette pièce, et pas plus dehors. S'il y a du plutonium quelque part, je ne le verrai pas et j'en souffrirai sans avoir compris ce qui m'arrivait. Je ne peux pas mesurer le nombre de micro-organismes et ceux qui sont pathogènes, les COV, que sais-je, dans cette salle. Donc, tout ce qui est de l'ordre du monitoring de l'environnement, en quelque sorte, ça exige d'en passer par un appareillage technique et utilisé par des connaissances, exploitées par un appareil théorique. Assez difficile d'accès, c'est extrêmement complexe, et c'est normal, le citoyen, lui, n'a pas cette possibilité. Ça, c'est la première difficulté. Et comme on va mettre ça dans l'espace public, vous le savez, dans l'espace public, on peut tout manipuler, penser à ce gros bêta d'Allègre, etc. Bon, ok, ça c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que, souvent, les raisons qui vont amener une dégradation, mais très lourde de l'environnement, sont là bien avant que les effets soient visibles. En général, il y a même parfois, si je prends le climat, il peut y avoir un écart de 5, voire beaucoup plus en termes de nombre de décennies, entre les causes de la dégradation, entre l'État qui va produire une dégradation, et puis les dommages qui vont exprimer cette dégradation. Et donc, ça n'a rien à voir avec mon temps électoral. C'est-à-dire que le jour où on va s'apercevoir qu'effectivement les politiques publiques pour lesquelles j'ai voté aboutissent à un résultat mais totalement catastrophique pour l'ensemble des gens qui vivent sur cette planète, là je suis désolé, mais ça sera 5 ou 6 décennies après, et sans possibilité de retour, alors qu'on sera placé face à une impuissance cruelle, extrêmement cruelle. Donc par rapport à ce genre de questions, le mécanisme démocratique, pour ces 2 raisons-là, dysfonctionne. Et donc, nous avons proposé, non pas de supprimer ce mécanisme démocratique, puisqu'il nous semble essentiel pour les droits classiques, mais de le complexifier, c'est-à-dire d'enchasser le système représentatif dans un système méta-représentatif, pour faire le lien justement entre le savant, le politique et le citoyen. Alors, en deux mots, l'architecture à laquelle on a pensé, elle est assez simple. Tout d'abord, on part d'objectifs constitutionnels. Vous voulez peut-être qu'on pose une question pour que ça rythme un peu? Oui, de toute façon, j'allais mais j'allais vous amener de toute façon à parler plus concrètement de qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ce système, quoi. Voilà, alors justement, je tiens bien à faire la différence entre, disons,
l'analyse de fond et puis les propositions. L'analyse de fond, je ne pense pas qu'on se trompe. En tout cas, si on ne se trompe pas, elle est assez différente des propositions qu'on peut faire. Les propositions, on peut les changer, etc. L'analyse n'est pas sur le même plan.